La crise du coronavirus qu'on vient de connaître a de toute évidence mis notre système de santé en tension, a été une sorte de stress test, et c'est la bonne occasion pour s'interroger sur ses faiblesses, mais aussi ses forces, évidemment dans le cadre d'une évolution qu'on sait tous nécessaire et dont on doit déterminer les caractéristiques à terme. Alors, on compare souvent les systèmes de santé en fonction de leur seul coût, c'est-à-dire de l'argent qu'on y met. Mais on se rend bien compte que c'est là un facteur qui, s'il n'est pas totalement inintéressant, est loin d'être suffisamment précis pour permettre des comparaisons réelles sur les performances de ces systèmes. Et c'est ce que nous avons essayé de faire dans cette étude. Donc, nous nous sommes intéressés aux principaux pays de l'OCDE et nous avons comparé d'autres critères tels que la qualité des soins, l'accessibilité financière ou géographique, la couverture des soins ou la capacité de prévention. Donc, un panel de facteurs qui permet une comparaison avec un peu plus de précision. On pense souvent en France, ou en tout cas on soutient souvent, en particulier parmi nos responsables politiques, que la France a le meilleur système du monde. Alors peut-être à certains points de vue, mais du point de vue de notre classement, nous avons été surpris de constater que la France n'arrivait qu'au 13e rang des pays de l'OCDE. C'est un rang en fait assez médiocre, hein, donc on est à peu près au niveau de la médiane parmi les autres pays. Donc on est loin d'avoir le meilleur système de santé du monde de ce point de vue-là. Il y a 2 grandes idées reçues importantes qui doivent être, revisitées, à la lumière de notre étude, je crois. La première, c'est la corrélation entre le montant des dépenses par rapport au PIB et la qualité d'un système de santé. Non, c'est absolument pas corrélé. C'est pas parce que vous allez dépenser plus nécessairement que votre système va être plus performant. Quelque part, on s'en doutait, mais disons que c'est très bien, d'essayer, de l'avoir montré. Il vaut mieux performer en termes d'organisation et de décentralisation. Donc ça, c'est la 1re, idée reçue qui est importante à déconstruire. La deuxième idée reçue, c'est l'idée que, dans ce format aujourd'hui un peu hybride qu'il y a entre, du public et du privé, de la sécurité sociale et les mutuelles, on gagnerait à aller vers un 100 sécurité sociale. Et là, c'est encore une idée que nous avons déconstruite puisque c'est cette hybridation qui va permettre notamment ce reste à charge qui est l'un des plus modestes, l'un des plus bas de tous les pays de l'OCDE. Et pourquoi on y arrive? Bah, c'est parce qu'on a justement cette hybridation. Et à l'intérieur du fonctionnement des complémentaires, hein, qui sont privés, on s'aperçoit de quelque chose qui est assez contre-intuitif. Il y a une relation inverse entre le montant du reste à charge et les dépenses de frais de gestion. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les frais de gestion sont importants que le reste à charge est important, c'est le contraire. C'est parce que quand vous avez des frais de gestion importants, probablement, vous avez une meilleure attention à la réalisation des contrats et une meilleure précision qui va faire que le reste à charge, donc pour le patient, va être plus modeste. Donc ça, c'est un résultat qui est important à retenir. L'une des idées importantes, c'est le fait que la prévention est un des facteurs absolument déterminants de la qualité d'un système de santé et d'ailleurs aussi de ses coûts. Un système de santé qui va développer de la prévention primaire et de la prévention secondaire de bonne qualité va baisser de façon décalée évidemment, mais de façon certaine, les coûts après évidemment sur la partie curative. Et cette prévention, c'est d'ailleurs un des points négatifs de notre système de santé. C'est toujours une difficulté, en effet, un petit peu comme dans les systèmes éducatifs, d'arriver à comparer des choses qui sont forcément extrêmement différentes, avec beaucoup de facteurs qui vont varier. Mais c'est ce qu'on a essayé justement de faire dans cette étude, en déterminant réellement des périmètres communs qui font que, vraiment à notre sens, la comparaison que nous proposons a vraiment du sens. Alors c'est un découpage qui n'est pas de notre fait, qui a été proposé par un économiste danois. Et il se trouve que si on classe les pays en fonction de ce découpage, notamment les sociaux-démocrates et puis les conservateurs corporatistes, on a aussi une bonne différence entre les niveaux de performance. Les plus performants sont les sociaux-démocrates. Donc, un classement qui vous permet de bien différencier les performants et les moins performants n'est pas totalement inintéressant, n'est pas à jeter. C'est pour ça qu'on l'a proposé de le conserver. Voilà. La France est donc au 13e rang des pays de l'OCDE, donc à peu près
D'accord. près dans la médiane par rapport aux autres, enfin, c'est à peu près au milieu, hein. C'est un bon classement, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas, en effet, beaucoup de points d'amélioration, hein, qui peuvent être, développés, hein, il y a d'autres pays évidemment qui sont bien meilleurs. Je crois qu'il ne faut pas, parce qu'on est légitimement fier, des points de force de notre système, négliger ou ne pas vouloir voir ces points de faiblesse qui sont évidemment des points d'amélioration.